L'étude des flux d'eau sur les surfaces continentales peut se faire à différentes échelles spatiales, depuis l'échelle globale jusqu'à l'échelle très ponctuelle d'une colonne de sol de 1 m². Nous présentons brièvement ces différentes échelles en soulignant à chaque fois l'intérêt en termes d'étude des processus et de gestion de l'eau. L'étude des flux d'eau à l'échelle globale permet notamment de se rendre compte du fort déséquilibre des cycles de l'eau continentale et océanique en termes de quantité et en termes de hiérarchie des flux. Les océans couvrant plus de 2/3 du globe, les flux volumiques sont quantitativement plus importants. Par ailleurs, l'évaporation est plus importante que la précipitation sur les océans, alors que l'inverse se produit sur les continents du fait de la plus faible disponibilité de l'eau pour l'évaporation sur les continents. Ces déséquilibres sont compensés par les flux entre les compartiments océaniques et continentaux, un flux allant des océans vers les continents sous forme de vapeur d'eau et un flux des continents vers les océans sous forme d'écoulement dans les rivières et les aquifères. Pour mieux comparer les différences de flux volumiques, on peut rapporter ces flux aux surfaces considérées. Par exemple, si l'on divise le flux volumique des précipitations continentales par la surface des continents, on obtient une hauteur d'eau moyenne de précipitation de 770 mm chaque année, ce qui correspond à 770 litres par mètre carré. Cette hauteur d'eau est en majorité reprise par évapotranspiration à hauteur de 470 mm, soit environ 60%. Les 40% restants retournent dans les océans par les écoulements. Sur les océans, la hauteur moyenne des précipitations est de 1120 mm, inférieure à la hauteur d'eau soustraite des océans par évaporation. L'excédent d'eau atmosphérique est alors transporté par l'atmosphère vers les continents. Ce schéma général masque une grande hétérogénéité spatiale de ces flux, du fait de la circulation générale des masses d'air et des différences d'apport énergétique à la surface du globe en fonction de la latitude. Par exemple, à eux seuls, les continents asiatiques et sud-américains totalisent 56% de l'écoulement mondial des cours d'eau, alors que l'Afrique seulement 10%. La partition est également différente selon les régions considérées. Dans les régions sèches et chaudes, presque toute l'eau précipitée est évaporée, alors que dans les régions humides et froides, une grande partie des précipitations s'écoule dans les rivières. Cette hétérogénéité conduit à des ressources en eau renouvelables et donc exploitables par l'homme très différentes en fonction des régions du globe. Des bilans en eau peuvent être faits à des échelles spatiales plus fines, par exemple aux échelles de chaque continent ou aux échelles des pays. Si l'échelle nationale a peu de sens en termes de géographie, elle en a beaucoup en termes de gestion et de politique de gestion de l'eau. Dans cette optique, on peut calculer le volume d'eau douce mobilisable chaque année comme la somme des volumes des précipitations auxquels on ajoute l'eau provenant des pays transfrontaliers, moins l'évapotranspiration. Si on ramène ce volume d'eau dit renouvelable au nombre d'habitants, on constate une forte disparité à l'échelle du globe. Ces estimations sont assez incertaines car le flux d'évapotranspiration est difficile à estimer. De plus, ces estimations ne tiennent pas compte des flux d'eau souterrains alors qu'il existe de grands aquifères transfrontaliers. L'échelle la plus cohérente physiquement est l'échelle du bassin versant. Le bassin versant correspond à une surface au sol au sein de laquelle les flux de ruissellement vont converger vers un seul point exutoire sur un cours d'eau. Le flux d'eau qui passe dans la rivière au niveau de la section en ce point est le débit. C'est un volume par unité de temps, classiquement des mètres cubes par seconde. Mais comme ce débit dépend de la surface du bassin versant considéré, on rapporte en général ce débit à un flux par unité de surface en le divisant par la surface du bassin versant. On obtient alors un flux en mètres par seconde qu'on appelle une lame d'eau écoulée. Souvent, la lame d'eau est donnée en millimètres par an, ce qui permet de manier assez facilement les différents flux dans la même unité. Le bassin dépend bien entendu du point d'exutoire que l'on choisit sur le réseau hydrographique. Sa surface diminue lorsqu'on remonte en amont sur le cours d'eau. Cette surface diminuant, le volume de pluie collectée est plus faible, ce qui explique qu'en général, la quantité d'eau dans les rivières diminue de l'aval vers l'amont. L'avantage de l'échelle spatiale du bassin versant réside dans le fait que le système est fermé vis-à-vis des flux d'eau de surface en dehors de la section de rivière exutoire. Autrement dit,
on peut appliquer la loi de conservation de la masse d'eau de façon beaucoup moins incertaine que lorsque l'on prend par exemple des limites administratives. C'est aussi la raison pour laquelle la gestion de l'eau se fait souvent aux échelles des grands bassins versants, les zones aval étant très dépendantes de la gestion des eaux en amont. Détaillons cette loi de conservation de la masse sur le système bassin versant entre un instant t et un instant t plus dt. Le flux entrant est le volume de précipitation. Les flux sortants sont l'évapotranspiration et le débit de la rivière à l'exutoire. Il faut aussi tenir compte de la variabilité de volume d'eau stockée dans le système, qui représente l'eau stockée dans le sol et le sous-sol. Cette écriture du bilan en eau, avec des unités volumiques, n'est pas forcément celle qu'on utilise en général. On préfère souvent exprimer ce bilan en eau en équivalent de hauteur d'eau. La conversion des volumes d'eau en hauteur d'eau équivalent tient compte de la surface du bassin versant. Rappelons que les pluies et les évapotranspirations sont en général mesurées en hauteur d'eau cumulée ou lame d'eau. Ainsi, les volumes de pluie et d'évapotranspiration correspondent aux hauteurs d'eau de ces deux flux multipliés par la surface du bassin versant. Le débit est lui mesuré en volume par unité de temps. Pour déterminer le volume écoulé, il suffit de multiplier le débit moyen pendant dt par dt. Pour convertir le débit volumique en lame d'eau écoulée, il faut alors diviser ce volume par la surface du bassin versant. On peut donc écrire aussi le bilan hydrique du bassin versant en lame d'eau. Lorsque l'intervalle de temps dt correspond à plusieurs années hydrologiques, on peut considérer que les variations d'eau stockée dans le sol s'annulent car celui-ci se remplit et se vide alternativement entre le début de l'automne et la fin de l'été pour le climat européen. On utilise alors souvent les cumuls de hauteur moyens sur une année et on écrit simplement pluie annuelle égale évapotranspiration annuelle plus lame d'eau écoulée annuelle. Pour bien comprendre la conversion entre débit volumique et lame d'eau annuelle, prenons l'exemple de la Seine à Paris. Le débit est en moyenne sur plusieurs années de 310 mètres cubes par seconde. Si je veux comparer l'écoulement à la pluie, je convertis le débit volumique moyen en lame d'eau écoulée sur une année. Le bassin versant de la Seine à Paris est de 44 000 km², donc je divise le débit par cette surface en mètres carrés. Et je fais attention aux conversions des unités. J'obtiens alors un écoulement annuel moyen de 222 mm par an. Cette lame d'eau écoulée peut être comparée aux précipitations moyennes sur le bassin, qui sont de l'ordre de 790 mm par an. L'écoulement représente donc environ 30% des précipitations, les 70% restants représentent l'évapotranspiration, soit une hauteur annuelle de 568 mm. L'échelle ponctuelle est souvent utilisée pour décrire les processus hydrologiques. À cette échelle, on distingue deux types d'écoulement d'eau. Le ruissellement, qui est un écoulement de surface qui suit la pente topographique, et un écoulement d'eau vers l'aquifère que l'on appelle recharge. Le terme infiltration est aussi beaucoup utilisé, mais sa définition reste vague. En fonction des ouvrages et des auteurs, infiltration désigne simplement la recharge ou bien la totalité de l'eau de pluie qui ne ruisselle pas, c'est-à-dire l'eau stockée dans le sol plus la quantité d'eau qui recharge l'aquifère. Si l'on considère un système correspondant à une colonne de sol, le bilan en eau, à cette échelle, est donc sensiblement différent du bilan en eau à l'échelle du bassin versant. Il s'écrit pluie égale à évapotranspiration plus écoulement de surface plus recharge plus variation de stock d'eau correspondant à l'humidité du sol. Des dispositifs expérimentaux comme les lysimètres permettent aussi d'étudier ces processus à cette échelle. Ces lysimètres mesurent le flux de recharge par drainage de la colonne de sol et mesurent également la variation de masse de la colonne, ce qui permet de connaître la variation de stock d'eau dans le lysimètre. Rappelons les points importants de cette vidéo. Nous avons vu les différentes échelles d'étude des flux d'eau sur les surfaces continentales. L'échelle globale est très utile pour analyser les interactions entre les différents réservoirs d'eau sur Terre, à savoir les continents, l'atmosphère et les océans. L'échelle du bassin versant est utile pour des questions de gestion de l'eau et d'aménagement du territoire. Et l'échelle ponctuelle est importante pour l'étude et la description des processus hydrologiques. Nous avons vu que l'importance des flux dépend de l'échelle considérée, traduisant des difficultés importantes
2 changements d'échelle. Le passage des quantités volumiques en lames d'eau permet de surmonter en partie ces difficultés et de comparer les flux aux différentes échelles. Mais nous avons vu que les termes du bilan hydrique changent en fonction de l'échelle d'espace et de temps utilisée.